Ce sera donc Isabelle Bonnet. Bonsoir Isabelle, qui est enseignante en lycée professionnel dans les Bouches-du-Rhône et qui représente Lutte ouvrière. Voilà, vous avez 10 minutes pour nous présenter votre programme et ensuite Sophie et les internautes vous poseront quelques questions. Bon courage. Merci. Donc, je travaille en effet en lycée professionnel à Marseille, hein, donc peut-être que mon grand oral sera un petit peu réduit. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire pour commencer, c'est que l'école et l'éducation, c'est pas en dehors de cette société. On l'a évidemment tous vécu pendant la période des confinements, de la crise sanitaire, où finalement, hein, on a bien vu l'impréparation du ministère, on a bien vu l'impréparation générale de la société. Je ne vais pas revenir sur l'état de nos hôpitaux, mais en tout cas, pour ce qui concerne l'école, heureusement qu'il y a eu quand même les enseignants, tout le personnel éducatif, évidemment autour des enseignants, les agents, les AED, les AESH, tous ceux sans lesquels l'école ne peut pas fonctionner et qui ont quand même été justement au rendez-vous. Donc encore une fois, malgré l'impréparation, malgré des protocoles sanitaires qui changeaient régulièrement et qui des fois tombaient un petit peu à la dernière minute, ce qui est sûr, c'est que cette période de crise sanitaire a finalement révélé que les inégalités sociales et que les inégalités scolaires, elles se sont aggravées encore. Hein. On a vu, par exemple, qu'il y a eu... moi, je viens de Marseille, donc hein, les écoles de Marseille ont été fermées pendant une certaine période, et parce que des enfants ne pouvaient plus faire un repas à l'école et que personne s'était préoccupé de ce qui allait se passer quand les cantines scolaires étaient fermées. Ce sont les instituteurs, ce sont les parents de ces quartiers, ce sont les habitants qui se sont mobilisés pour faire des collectes alimentaires. Donc voilà, ce que je voudrais dire quand même en premier lieu, parce que ça a été rappelé en début, les promesses en période électorale sur les salaires des enseignants, sur les moyens, etc., tombent drues. Mais en réalité, ces moyens et ces salaires, il faudra aller les conquérir, il faudra aller les arracher. Ce sera quand même le résultat, comme par le passé, d'un rapport de force, et aussi pour lutter contre la précarité, pour qu'il y ait des emplois pérennes, avec des salaires dignes pour tous, des enseignants aux agents qui débutent et qui sont aussi de plus en plus des contractuels. Donc voilà, il faudra arracher ces moyens. Alors ce que je voudrais dire aussi sur l'école quand même, c'est elle subit aussi l'évolution réactionnaire de toute cette société, en particulier dans l'enseignement professionnel, ça se voit. D'abord, on nous parle de plus en plus de rapprochement avec l'entreprise, donc c'est pas simplement parce que je suis de lutte ouvrière, parce que bien des collègues qui sont pas de lutte ouvrière, quand on leur parle d'être le petit doigt sur la couture du pantalon face à l'entreprise, savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va réduire tout ce qui est culture générale, tout ce qui est formation qui peut permettre justement de faire des individus complets et de pouvoir y compris s'adapter à une situation du marché du travail qui est changeante. On va réduire tout ça au profit justement de filières adaptées au bassin d'emploi, adaptées à telle ou telle contrainte imposée par le patronat local. Donc évidemment, ce serait un sacré recul pour les jeunes issus de milieux populaires, pour lesquels l'école représente quand même justement ce que la société peut apporter de mieux. Dans une société capitaliste basée sur l'exploitation, avec ce chômage de masse, j'ai effectivement conscience que l'école, comme d'autres services utiles à la population, comme la santé, comme les transports, comme le logement, ça fait partie justement de ce qui permet de pas boire le bouillon quand on est issu des classes populaires, et voir que ça, c'est toujours plus réduit. Les moyens sont toujours plus réduits. Voilà, ça me met vraiment en colère. Donc je finirai pour dire quand même, je l'ai dit, que je pense que les changements viendront de mobilisation. Il y en a eu
avant le confinement avec la lutte contre la réforme des retraites, la lutte contre la réforme du bac aussi, de l'enseignement professionnel avec cette diminution des moyens et des postes. Eh ben, j'espère que voilà, je pourrai prendre comme militante et enseignante, je pourrai prendre toute ma place dans les combats qu'il faut préparer pour l'avenir, pour changer l'école, mais aussi pour changer la société. Merci beaucoup pour cette première présentation qui appelle forcément un certain nombre de questions sur votre vision de l'école, votre vision du collège, du lycée et ce que vous portez finalement de manière très concrète pour nos métiers et nos établissements scolaires. Vous avez évoqué le rôle des services publics et notamment l'importance des services publics dans notre société, encore plus en situation de crise. Très concrètement, en termes de moyens, vous l'avez dit, hein, les moyens ont drastiquement baissé pendant ce quinquennat. Que proposez-vous en termes de moyens enseignants, mais aussi pas que les enseignants, parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui font tourner le service public d'éducation. Est-ce que vous avez des éléments plus précis à nous apporter sur la question des moyens ? Alors, vous savez, au niveau des chiffres, honnêtement, on peut dire à peu près tous les chiffres qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque des centaines de milliers de personnes dans le système éducatif. Qu'il s'agisse d'enseignants, qu'il s'agisse de tout le personnel qui est associé au travail des enseignants, qu'il s'agisse des agents, qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse des infirmières, des assistantes sociales. Je suis désolée si j'en oublie, mais voilà, il manque des centaines de milliers de personnes. Et il manque aussi des moyens matériels en termes de locaux. Et là non plus, je ne vais pas chiffrer, mais quand on disait il n'y a pas si longtemps encore que les écoles, en particulier d'une ville pauvre comme Marseille, sont la honte de la République, je vais reprendre juste la formule d'un instit qui disait voilà, qu'il serait satisfait de son école quand il tomberait plus sur un rat en ouvrant la porte d'un placard. Et quand les sorties de secours ne seront plus condamnées parce qu'il a fallu pousser les murs et qu'il a fallu installer des semblants de salles de classe pour le dédoublement des effectifs en éducation prioritaire. Donc voilà, j'ai pas de chiffres, aussi bien en termes de moyens matériels que de personnel humain, mais c'est sûr, il manque beaucoup de monde. Alors, parmi les luttes qui ont précédé la période Covid, vous avez cité bien évidemment la lutte contre la réforme du bac Blanquer. C'est une réforme qui a beaucoup mobilisé contre elle, cette réforme du bac qui fait tomber le caractère national du baccalauréat. Comment est-ce que vous voyez le baccalauréat et que proposez-vous pour cet examen ? Alors honnêtement, moi je suis surtout pour que tous les jeunes, y compris ceux que je côtoie dans mon lycée professionnel, aient accès au maximum de culture générale. Et effectivement, toutes ces réformes du bac, à chaque fois, on fait miroiter un certain nombre de changements. En réalité, c'est surtout pour habiller des suppressions de moyens, des suppressions de postes. Et bon, je ne vais pas revenir sur la réforme du bac parce que vous avez suivi certainement mieux que moi que même le ministre est en train de réintroduire des maths dans le lycée général. Donc bon, moi surtout, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il faut que les jeunes qui accèdent aujourd'hui à l'université, ils puissent surtout pouvoir avoir des bourses, qu'ils puissent surtout justement pas être confrontés à toutes les difficultés de devoir travailler pour pouvoir payer en même temps leur formation. Voilà, moi je vois les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes bacheliers ou futurs bacheliers comme ça, mais dans l'immédiat, je crois surtout que le problème, il est que l'école, elle puisse apporter le minimum de connaissances et de culture générale, c'est-à-dire vraiment aller à contrario de tout ce qui a été fait ces dernières années. Et justement, puisqu'on parle des connaissances qui sont acquises finalement dans le système éducatif, finalement, qu'est-ce qu'on doit apprendre au collège et au lycée? Qu'est-ce qu'on doit apprendre finalement aux élèves? Quelle est votre vision des programmes? Écoutez, moi, je vous citerai un biologiste que j'aime beaucoup, François Jacob, qui disait « L'homme, il est destiné à apprendre ». Voilà, parce que moi, je crois que les connaissances qu'on empile,
Je ne sais pas si c'est ça qui forme justement les hommes et les femmes les plus épanouis possibles, mais je crois effectivement qu'à tout moment de sa vie, il faut pouvoir apprendre des choses. Il faut pouvoir, y compris retourner à l'école pour ceux qui en ont été coupés trop tôt, peut-être, certainement, dans les milieux populaires, dans les emplois d'ouvriers, dans les emplois d'employés. Beaucoup n'ont même pas été jusqu'au bac dans les générations d'avant. Alors pourquoi pas imaginer qu'ils puissent revenir justement à l'école. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il faut absolument s'occuper aussi des enfants quand ils sont tout petits. Voilà, moi je voudrais aussi insister là-dessus. Alors je sais bien que le SNES c'est le collège, c'est le lycée, sa spécialité, mais moi ce que je vois c'est que les jeunes qui sont en échec scolaire et qui justement ne peuvent pas apprendre ce qu'ils devraient apprendre au lycée professionnel, c'est malheureusement dès l'école maternelle et dès l'école primaire que les choses se sont mal emmanchées, et quand on n'a pas appris à lire, à écrire correctement, ça handicape pour toute la vie. Donc en termes de connaissances, voilà, je finis là-dessus. C'est vrai, apprendre à apprendre, ça veut dire au moins avoir dès le plus jeune âge tout en main pour pouvoir avoir la soif de connaissance, avoir la soif de connaître des tas de choses dans le domaine scientifique, littéraire, mais même artistique, évidemment, pourquoi pas, et sportive. Je pense que c'est quelque chose que nos camarades du SNEP auront peut-être entendu, puisque vous avez rappelé que le SNES syndiquait effectivement dans les collèges et lycées généraux et technologiques, mais on fait partie de la FSU qui syndique un grand nombre de syndicats dans l'éducation nationale, y compris nos camarades du SNUIPP pour le premier degré. Peut-être Marie-Laure, s'il y a quelques commentaires ou quelques questions, sinon après on peut aussi enchaîner avec d'autres questions. Oui, il y a déjà quelques commentaires et quelques questions dans le chat. Alors évidemment, les internautes sont d'accord globalement. Ils l'expriment, le fait qu'ils sont d'accord avec votre constat, qu'il n'y a pas assez de moyens pour l'éducation, qu'il faut des postes, mais par contre ils veulent des chiffres. Alors là on nous dit clairement dans le chat qu'on veut des chiffres. Combien envisagez-vous en minimum pour les salaires à l'embauche, et puis question aussi sur les effectifs dans les classes. Selon vous, quelle limitation des effectifs dans les classes, c'est-à-dire combien d'élèves par classe maximum faudrait-il pour enseigner dans de bonnes conditions? Sur les salaires, je peux répondre assez vite, puisque le programme de Nathalie Arthaud, c'est pas de salaire en dessous de 2000 €. Ça vaut pour tout le personnel du système éducatif, évidemment, et des augmentations de salaire de plusieurs centaines d'euros pour les autres. Oui, parce qu'effectivement, il faut pouvoir vivre dignement de son salaire, et bon, vous l'avez rappelé, y compris pour des jeunes enseignants qui débutent, pour des précaires ou pour des AED et des AESH, c'est pas facile de se loger en ce moment dans une grande ville avec les salaires. Voilà, donc une augmentation de 1000 € au minimum. Maintenant, sur les effectifs, je suis pas forcément pour donner un chiffre. Moi, je suis partisane de l'éducation prioritaire qui a été retirée dans les lycées des quartiers populaires, en particulier donc dans le mien depuis plusieurs années. Effectivement, travailler avec des jeunes en difficulté, en petits effectifs, c'est indispensable. Mais encore une fois, je pense que là où c'est vraiment indispensable, c'est à la petite école, c'est-à-dire c'est là où se mettent quand même en place la socialisation indispensable à l'école, le fait d'apprendre les choses élémentaires qui permettront ensuite de pouvoir se cultiver aussi tout au long de sa vie. Et donc voilà, je suis pour qu'il y ait des effectifs les plus petits possible. Un linguiste que j'apprécie aussi, Bento Lila, expliquait qu'il pouvait y avoir des effectifs de 4, 5, 6, 10 enfants quand il s'agit justement d'apprendre à maîtriser les choses essentielles. Mais effectivement, je suis pour que la taille
et les effectifs, ce ne soient pas des règles comptables qui les décident, mais ce soit justement des choix en fonction des enfants, des jeunes, et puis de ce qu'on leur enseigne. Hein, parce que par exemple, si on doit faire une partie de foot, bon, j'imagine qu'il faut être au minimum 24, par exemple. Non, mais bon, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a y compris des activités artistiques comme participer à un concert ou participer à différentes choses artistiques qui pourraient se faire en nombre un peu plus important. Mais par contre, effectivement, pour revenir à l'essentiel, beaucoup d'apprentissage nécessite des effectifs réduits. Bien, merci Marie-Laure. Merci pour tous ces éléments de réponse. Hein. Je rappelle que donc, vous représentiez Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Merci d'être venue jusqu'à nous et de vous être prêtée à l'exercice. Amda, je te laisse enchaîner sur la suite.